Il est 23 heures passées de 5 minutes sur RTI 1 et cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous. Présent à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 72 heures, le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli ce jeudi par le vice-président de la République, Timoko Médé Koné. Le général Clotaire Oligui Nguema a également eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. La célébration officielle de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme s'est déroulée ce jeudi dans la commune de Songon. La cérémonie était hautement patronnée par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a offert d'importants dons d'une valeur globale de 362 millions de francs CFA aux femmes de la commune de Songon. Et puis la première édition de la commémoration du 11 avril s'est tenue aujourd'hui même. Triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'était le thème de la commémoration choisi par le RHDP. Une période marquée par une violence généralisée et une instabilité politique mettant en péril les fondements de la démocratie ivoirienne. Merci de regarder RTI 1. Je vous le disais il y a quelques instants, le président de la transition gabonaise est arrivé ce jeudi en Côte d'Ivoire. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema va séjourner 72 heures durant dans notre pays. Il est accompagné de son épouse et d'une forte délégation. Le président de la transition gabonaise, justement, a été reçu ce jeudi même au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont évoqué les relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Elles ont aussi exploré les voies et les moyens de les renforcer. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Arrivé ce jeudi 11 avril à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures, le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu quelques heures après son arrivée au palais présidentiel. L'entretien que lui a accordé le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, leur a permis de parler particulièrement de la situation politique au Gabon, notamment le retour à l'ordre constitutionnel qui se dessine. Pour rappel, c'est le 30 août 2023 qu'un coup d'État militaire avait mis fin à la légalité constitutionnelle dans ce pays et un comité pour la transition et la restauration des institutions a été mis en place, dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis le lundi 8 avril, sous l'égide de ce comité, ont démarré les travaux du dialogue national inclusif qui réunit 600 participants politiques, religieux, militaires, société civile, en vue de préparer des élections en 2025. Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette visite d'amitié et de travail que vous effectuez en Côte d'Ivoire, à Kouaba. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Gabon entretiennent une excellente et fraternelle coopération depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1966. Cette visite est l'occasion pour nous d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur la situation politique dans nos deux pays, ainsi que sur l'état de notre coopération bilatérale. Depuis 8 mois, le Gabon traverse une étape importante de sa jeune histoire, marquée par la transition politique en cours. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution et se félicite des efforts que vous déployez pour retourner à la normalité constitutionnelle. Et je dois dire que nous apprécions le climat apaisé qui est donc la situation actuelle du Gabon. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, auquel nous souhaitons un plein succès dans l'intérêt du peuple frère gabonais.
La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion qui nous animent tous les deux. S'agissant de la coopération bilatérale, nous nous sommes engagés à intensifier davantage nos échanges économico-commerciaux, notamment dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques, parce que nous le savons tous, il y a une affinité spéciale entre les Gabonais et les Ivoiriens, et comme vous l'avez dit, le premier Gabonais à fouler le sol ivoirien date de 1906. Et nous avons de nombreux Ivoiriens qui résident et qui sont heureux de travailler au Gabon. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour votre visite en Côte d'Ivoire ainsi que les échanges fructueux que nous venons d'avoir. Je tiens avant tout à remercier mon aîné ici présent, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié et de travail qui aujourd'hui unit également nos peuples. J'en profite pour lui adresser mes sincères félicitations pour le succès de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons tous vécu et dont les éléphants de Côte d'Ivoire ont été les grands vainqueurs de ce tournoi. Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des nations sœurs qui entretiennent des relations d'amitié, de partage, de coopération, une excellente coopération depuis 1966. C'est aussi pour moi l'occasion de souligner avec satisfaction l'implication de son Excellence Alassane Ouattara, autant que sa volonté constante de soutenir et d'accompagner le processus de transition en terre gabonaise. J'en ai surtout profité pour lui faire le point, le compte rendu des avancées du dialogue actuel à Libreville, dont il est très favorable du travail accompli, et merci. Eu égard à ce qui précède, je sollicite également l'appui, je ne dirais pas homologue, de mon aîné, ici présent, afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèse sur le Gabon. Et je sais compter sur vous. Nos échanges ont également porté sur le renforcement d'une coopération sud-sud, qui passe par l'ouverture du marché gabonais aux entreprises ivoiriennes, dont l'expertise dans divers domaines est avérée. Ces échanges ont également permis de raffermir et renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En outre, je salue le leadership du président Ouattara dans le domaine infrastructurel au regard des efforts consentis pour changer le visage de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Enfin, cette tribune est également l'occasion de remercier le président Alassane Dramane Ouattara, doyen de la sous-région de la CEDEAO, pour le retour de mes frères d'armes et de leurs États au sein de la CEDEAO. Et comme je dis, il faut maintenant peut-être mettre en avant des bons offices pour qu'on puisse échanger et que ce soit pour le bien-être de nos économies et privilégier également l'intérêt commun de ces populations sur ces frontières. Et enfin, nous sommes heureux de cette visite aujourd'hui qui est porteur d'espoir et de changement pour notre pays depuis le 30 août 2023. Le dialogue politique en cours au Gabon pour préparer les futures élections et la démarche entreprise ce jeudi 11 février par le président de la transition gabonaise illustre la volonté du général Brice Clotaire Oligui Nguema de sortir le Gabon de l'isolement et lui redonner sa crédibilité dans le concert des nations.
Le retour à l'ordre constitutionnel que prône infatigablement le président de la République Alassane Ouattara reste à l'épreuve de la réalité, un élément essentiel et incontournable. On parle maintenant de la GIF 2024, agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. C'était le thème de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme, une journée célébrée officiellement ce jeudi en Côte d'Ivoire, dans la commune de Songon. Une célébration en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. On regarde les temps forts de la cérémonie avec Alexis Ouedraogo. Les femmes de Côte d'Ivoire mobilisées comme un seul homme ce jeudi dans la commune de Songon. Nous sommes très heureux de voir la première dame dans notre localité parce que la voyant, nous sommes convaincus que nos problèmes seront résolus. Pour la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme, la première dame Dominique Ouattara est accueillie en triomphe. Vous incarnez l'engagement envers la protection de la famille, de l'enfant, de l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité du genre. La rencontre est l'occasion pour les femmes exerçant dans des secteurs clés de parader. Gendarmerie, armée de terre, de l'air, marine nationale, douane, enseignantes, personnel du social et de la santé, productrices du vivrier, mais aussi bénéficiaires du fonds FAFSI. Parmi elles, justement, Thérèse Adjoba. J'ai reçu un fonds de 100 000. Comme j'avais un peu d'argent sur moi, j'ai complété et j'ai payé, je me suis acheté un congélateur. J'ai commencé à faire mes jus. Et la clientèle était tellement débordante que j'ai réussi à payer mes 100 000. Après cela, j'ai demandé si je pouvais avoir encore un autre fonds. Et cela m'a été attribué. Aujourd'hui, je suis épanouie, je me suis prise en charge, mes enfants vont bien à l'école, mon mari est épanoui. À sa suite, Angèle Diro, la présidente des femmes de Songon, dit la gratitude des femmes de la commune. Vos actions ont un impact qui va bien au-delà des mots et des discours. Vous êtes un véritable modèle d'altruisme. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, il faut accélérer le rythme du changement pour les femmes. Philippe Poinceau ne manque pas toutefois de saluer les efforts du gouvernement. Nous encourageons les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts pour un meilleur accès des femmes aux opportunités économiques, pour l'amélioration des capacités des institutions concernées et dans la bonne orientation des investissements, avec un accent particulier sur les besoins spécifiques des femmes. Le gouvernement, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, annonce entre autres points pour cette année 10 milliards de francs CFA pour les IFEF. En ce qui concerne l'accès des femmes aux postes de décision, en particulier les mandats électifs, le chef de l'État a posé des actes majeurs. La présence à hauteur de 30% des femmes dans les conseils municipaux et régionaux en est une illustration parfaite. Des mots soutenus par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui salue l'engagement de la Première Dame. Votre cœur a toujours milité pour servir les plus démunis, les veuves et les orphelins, les handicapés sociaux et psychologiques, ceux qui ont la fragilité et qui interpellent le cœur sensible. Vous êtes le résumé du regard compatissant, de la parole qui apaise et du sourire qui réconforte. Venue les bras chargés, l'épouse du président Alassane Ouattara fait d'importants dons d'une valeur de 350 millions de francs CFA en équipement, dont des ambulances, du matériel médical, des congélateurs et autres broyeuses de manioc, ainsi que 13 millions de francs CFA en espèces. Invitée au pupitre, elle rappelle les motivations de sa vision pour le FAFSI. J'ai initié depuis 2012, avec l'aide de mon cher époux, mon chéri, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour apporter un soutien efficace à l'autonomisation et à la formation de nos sœurs à l'échelle nationale. Ce fonds, qui atteint aujourd'hui un capital de 26 milliards de francs CFA, permet à plus de 370 000 femmes d'être autonomes financièrement et de sortir à leur tour plus de 2 millions de personnes
de la précarité. Je tiens à cet effet à remercier à nouveau le Président de la République pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde depuis toujours. Il est le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire et grâce à sa volonté et à ses actions, la situation des femmes s'améliore de jour en jour dans notre pays. Et pour les femmes de Songon, bonne nouvelle. Mes chères sœurs, aujourd'hui, je vous emmène un capital additionnel de 200 millions de francs CFA que nous mettons à disposition des femmes de Songon afin de leur permettre le financement de plus d'activités génératrices de revenus. Je suis intimement convaincue que c'est ensemble que nous parviendrons à faire évoluer la question des droits de la femme, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes et capables de surmonter toutes les difficultés. La célébration a pris fin avec la remise symbolique des dons et chèques aux femmes de la commune. Notons qu'une délégation gabonaise a pris part à cet événement. Je vous le disais il y a quelques instants, le président de la transition gabonaise est accompagné de son épouse à Abidjan. Dès son arrivée en Côte d'Ivoire, la première dame du Gabon s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Zita Oligui Nguema était accompagnée par des membres du gouvernement, dont la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, et le ministre de la Santé, Pierre Dimba. Dans cet hôpital de référence, la première dame du Gabon a visité quelques services spécialisés. Carmel Dia. Zita Oligui Nguema, l'épouse du président de la transition au Gabon, séjourne à Abidjan depuis ce jeudi, 11 avril 2024. Une visite qui va s'étendre jusqu'au 13 avril prochain. À son arrivée en terre ivoirienne, la première dame du Gabon s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Une visite qui a démarré par le service de pédiatrie de l'hôpital mère-enfant. Ensuite, le service de néonatologie, l'amphithéâtre qui permet aux étudiants en médecine de se spécialiser. Zita Oligui Nguema a aussi visité les urgences gynécologiques et le service d'oncologie pédiatrique avec les enfants atteints de cancer. La première dame du Gabon s'est entretenue avec le personnel en charge de l'établissement sanitaire. L'hôpital mère-enfant de Bingerville compte parmi les réalisations majeures de la Fondation Children of Africa dans le secteur de la santé. Son ouverture a permis de rehausser le niveau de l'offre de soins dans la commune de Bingerville, mais surtout dans le district autonome d'Abidjan. En 2023, l'établissement sanitaire a été certifié par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris au niveau or quant à la qualité et la sécurité des soins. On se penche maintenant sur le dossier politique de la rédaction de RTI 1. 13 ans après la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. En 2011, le pays a été secoué par une crise sanctionnée par un bilan officiel de plus de 3000 morts. Il est bon de rappeler que c'est l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara qui remet le pays sur les rails. Une Côte d'Ivoire qui a retrouvé depuis son prestige d'antan avec à la clé des investissements dans plusieurs domaines, l'amélioration du niveau de vie des fonctionnaires et des mesures d'apaisement prônées par le président de la République Alassane Ouattara, des mesures qui renforcent la réconciliation nationale. La suite dans ce dossier signé Michel Digré. « 21 mai 2011, investiture du président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie qui s'est tenue à Yamoussoukro après 5 longs mois de crise post-électorale dont le dénouement intervient le 11 avril 2011. Le chef de l'État qui hérite d'un pays avec une économie éprouvée par une dizaine d'années de crise militaro-politique, dès sa prise de fonction engage la reconstruction du pays. En 2011, nous avions donc environ 6500 km de routes goudronnées. Sur ces 6500, il y avait 4500 qui étaient entièrement dégradés. Depuis que le président est là, sur les 4500 dégradés, on a réhabilité un peu plus de 2500, donc ils sont devenus donc des routes neuves. On a construit d'autres routes neuves et nous pensons que d'ici fin 2024, le réseau bitumé va passer donc de 6500 km. En 2011,
à peu près 9 500. Ce sont des investissements globalement qui dépassent les 5 000 milliards de francs CFA. Infrastructures routières, sanitaires, universitaires, c'est tout le pays qui est en chantier. La Côte d'Ivoire est en marche avec également des infrastructures sportives de haut niveau. Le pays remporte la CAN 2023 après celle de 2015. Sous l'ère Alassane Ouattara, les fonctionnaires et agents de l'État ont retrouvé le sourire. Entre 2011 et 2021, 2162 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Dans cette même veine, en 2022, plusieurs mesures additionnelles à hauteur de 227 milliards de francs CFA ont été adoptées. Il s'agit entre autres de l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année payée au plus tard le 10 janvier de chaque année. Une trêve sociale allant de 2022 à 2027 a par ailleurs été signée entre les deux parties. Au plan diplomatique, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée sur la scène internationale. Mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations Unies. En juin 2017, la Côte d'Ivoire était élue en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU 27 ans après son dernier passage au sein de cette instance. En prime, le pays assure en décembre 2018 la présidence du Conseil de sécurité. La réconciliation n'est pas en marge de la dynamique de reconstruction de la nation. Les exilés sont de retour au pays. Après leur procès à La Haye et leur acquittement par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont retrouvé leur pays et mènent leurs activités politiques. Au mois de février dernier, le président de la République donne un nouveau souffle au processus de réconciliation nationale. Une grâce présidentielle est accordée à 51 détenus pour des faits en rapport avec la crise post-électorale. Chacun doit faire son effort de réconciliation pour entrer dans le processus de réconciliation. C'est valable pour ceux qui sortent de prison, qui doivent apaiser leur cœur et puis accepter d'entrer dans le processus de réconciliation. La Côte d'Ivoire ne peut pas retomber dans une autre crise comme celle que nous avons connue en 2011, ni même en 2020. Nous devons avancer dans la paix et dans la stabilité. Et pour cela, la solution se trouve entre nos mains. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous montre bien qu'il est dans sa posture de père de la nation, garant de la cohésion sociale, de la réconciliation, de la fraternité. Il appartient désormais aux Ivoiriens de consolider tous ces acquis. Il a posé des actes forts. Qu'est-ce que chacun d'entre nous est capable de faire pour consolider cela? Pour que cela aille jusque dans tous les recoins de notre beau pays. Que les Ivoiriens se pardonnent, se parlent. Le chef de l'État, qui à la faveur de ses discours à la nation, ne cesse d'appeler à l'union sacrée autour de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à aborder l'avenir avec confiance et à unir nos forces pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire de demain. Une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. 13 ans après la crise post-électorale, le pays est résolument engagé sur la voie du développement sous le leadership du président de la République. Et justement, le rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix a célébré ce jour la date du 11 avril pour le RHDP. Il s'agit d'un triomphe, celui de la démocratie. Écoutons successivement Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du parti, suivi de Kandia Kamara, vice-présidente du directoire du RHDP, qui prononce ici le discours de Gilbert Koné-Kafana, président du directoire du parti. Regardez. Notre pays a retrouvé sa place dans le concert des nations. La destination Côte d'Ivoire est aujourd'hui des plus sollicitées, des plus prisées. Il a fallu un peu plus de 5 mois, 5 longs mois, 5 mois interminables
de résilience, de résistance pour voir la vérité triompher. C'est le discours du président du directoire que j'ai l'honneur de prononcer. Commémorer cette journée du 11 avril 2011 revêt une importance à plusieurs égards. Le 11 avril 2011 est un jour bien particulier parce qu'il a mis un coup d'arrêt aux incertitudes qui planaient sur le devenir de notre pays pour ouvrir une ère d'espérance et de progrès économique et social. C'est pourquoi la commémoration de cette journée doit être vécue comme un acte de réconciliation. Un acte de réconciliation qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique de cohésion et de paix civile, inlassablement mise en œuvre par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Le chef de l'État a indéniablement construit les fondamentaux de la paix et de la stabilité de notre pays, en posant des actes majeurs de gouvernance. Gorée et Moussa Konaté reviendront en détail sur cet événement historique pour le RHDP et ça sera dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose à présent, après une année de formation au métier des mines et du BTP, 150 jeunes, dont 27 filles de la région de Dabakala, viennent de recevoir leur parchemin. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance, est pilotée par une entreprise minière. Elle vise à soutenir le développement durable dans la région et à faciliter l'insertion sociale des bénéficiaires. Le reportage de Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. Après une année de formation qualifiante dans les filières des mines et du bâtiment, 150 jeunes, dont 24 filles, des départements de Dabakala et de Katiola, reçoivent leur certificat de qualification professionnelle et de fin d'apprentissage. Un enseignement gratuit alterné avec 25% de phases théoriques et 75% de phases pratiques en électricité, bâtiment, chaudronnerie, soudure, plomberie, maçonnerie et menuiserie. Il s'agit du projet Employabilité et Entrepreneuriat Lafigué, un programme initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Recevant leur parchemin, les bénéficiaires s'engagent à mettre à profit les connaissances acquises. Je voudrais exprimer notre reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour sa vision pour la jeunesse à travers l'école de la deuxième chance. Monsieur le ministre, nous vous promettons de saisir cette deuxième chance que vous nous offrez pour apporter notre contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Réussir l'adéquation formation-emploi en insérant le maximum de jeunes dans le tissu économique et social. C'est l'objectif affiché des partenaires de l'école de la deuxième chance. Nous avons voulu impliquer en amont de la construction de ce projet-là des jeunes des localités en les formant afin qu'ils puissent augmenter leurs chances d'avoir un emploi sur la mine, mais pas que sur la mine, ailleurs. Donc, ce qui nous a motivés, c'est ça, c'est à la fois que le public et le privé, l'État et un grand groupe international se mettent ensemble pour accompagner la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage salue les bénéficiaires pour leur abnégation au travail lors de leur formation. Aujourd'hui, ils sont dotés de compétences pour leur permettre de s'insérer durablement. Nous comptons sur eux, nous comptons sur cette jeunesse et que le développement du pays passe par la formation. L'école de la deuxième chance vise à former et faciliter l'insertion des jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés en quête de qualification et d'insertion professionnelle. Le projet vise 1 million de bénéficiaires à l'horizon 2030 avec un objectif intermédiaire de 400 000 jeunes dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv 2 sur la période 2021-2024.
Un mot de religion à présent avec le mois béni de Ramadan qui s'est achevé mardi en Côte d'Ivoire, ouvrant ainsi la porte à la célébration de l'Aïd el-Fitr. Mercredi, dans la commune d'Adiamé, les fidèles musulmans ont formulé des invocations. Le maire Farikou Soumoro et le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, ont prié à la mosquée du quartier d'Alas. La solidarité, la paix et le vivre ensemble ont été prônés par l'imam, nous rapporte Serge Koléa. À la mosquée Kanté de Dallas, dans la commune d'Adiamé, l'Aïd el-Fitr a réuni fidèles, guides religieux, autorités communales et gouverneurs du district d'Abidjan. Après un mois de pénitence et de piété, l'imam invoque les grâces d'Allah sur toute la communauté. Le guide religieux a fait des prières pour que tous reçoivent les mérites de ces 30 jours de privation. Le pardon, la tolérance, la paix et la cohésion sociale ont été prônés au cours de cette prière. L'islam, c'est la paix. Nous demandons à tous les musulmans de s'attacher au principe de l'islam. Enfin, nous prions pour la Côte d'Ivoire et tous les musulmans. C'est des bénédictions à l'endroit d'abord du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne longue vie dans la santé, afin qu'il puisse continuer l'œuvre immense qu'il a commencé pour le bonheur des Ivoiriens. Que la Côte d'Ivoire demeure en paix avec le président Alassane Ouattara à sa tête. 2025, c'est demain. Que toutes les bénédictions qui sont faites par nos imams dans toutes les mosquées soient exaucées par Allah et que Allah fasse en sorte que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, un pays d'accueil, un pays d'hospitalité. Les fidèles se sont mutuellement souhaités des vœux de bonheur, de santé et de prospérité en ce jour de la fête du Ramadan. On termine avec une note de sport avec les handballeuses camerounaises qui ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Faute de visa, elles ont été écartées au profit de l'Angleterre. Un communiqué rapporte que l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun leur aurait refusé le précieux sésame. Une décision inamicale à laquelle les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi officiellement. Ainsi se referme cette édition d'information. Je vous retrouve samedi à 23h. Mais d'ici là, portez-vous bien et restez surtout sur RTI 1. Bonsoir.